Ok. Ok, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes en direct du CE Enneagramme à Paris et j'ai le plaisir d'être avec Marisa da Costa, qui est une de nos représentantes et formatrices, qui va relayer vos questions sur Facebook. Donc n'hésitez pas dès maintenant si vous avez des questions pour Maude en Kawa. Maude, je te souhaite la bienvenue. Merci Eric, je suis ravie d'être avec toi aussi Marisa. C'est un plaisir de partager ce moment. Maude est entre autres auteur de 2 livres, dont voici les couvertures. Euh, si j'y arrive, c'est toujours une épreuve. Partager l'écran, ça arrive. Voilà. Donc, le dernier livre s'appelle Respire. Normalement, il s'affiche à l'écran. En fait, c'est une sorte de teasing, tu as la moitié du livre qui s'affiche. Bienvenue du direct. Hey, hey, c'est bon. Voilà, Maud nous parlera de son livre plus tard. Et le deuxième, voilà, bon, on revient. Euh, voilà. Maud, j'ai lu tes 2 livres et j'ai trouvé que c'était une forme de quête du soi à travers un certain nombre d'étapes, à travers un certain nombre d'épreuves, et que la question de fond, c'est qui suis-je vraiment au fond? Or, il y a des similitudes étranges avec notre parcours de Ennéagramme. Notre outil de Ennéagramme est également une quête du qui suis-je vraiment au fond. Donc, ça laisse entendre que l'Ennéagramme t'a inspiré. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi tu t'es intéressé à l'Ennéagramme et ce que ça t'a apporté? Merci déjà, merci pour ce rendez-vous parce qu'effectivement l'énéagramme a pris une grande place dans ma vie. Et c'est étonnant parce que j'avais commencé à écrire Kilomètre Zéro, donc mon premier roman. Et j'ai rencontré en voyage, lors d'un voyage, une personne qui m'a parlé de l'énéagramme et je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est étonnant parce que quand j'en parle un peu autour de moi, peu de gens connaissent l'énéagramme et c'est sans doute pour moi l'outil le plus révolutionnaire. J'ai passé par quelques outils avant. Et c'est sans doute l'outil le plus révolutionnaire parce que, au-delà de nous apprendre qui nous sommes et dans cette quête de sens dont tu parlais à l'instant, eh bien, on apprend aussi sur le fonctionnement des autres. J'espère que tu nous feras un petit laïus d'ailleurs sur l'énéagramme, on y reviendra. Mais pour ma communauté qui ne connaît pas forcément l'outil, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur la communauté de l'énéagramme, mais il y a aussi toute ma communauté qui ne connaît pas forcément cet outil et que j'avais à cœur de laisser découvrir. Donc effectivement, je me retrouve avec le début de cette écriture et je rencontre cette personne qui me parle de l'énéagramme et je me dis mais c'est génial ce que tu me racontes, il faut absolument que je m'inscrive à un truc d'énéagramme, ça donnera de la couleur à mes personnages. Et me voilà donc inscrite au premier module 1 d'énéagramme et finalement ça n'a donné aucune couleur à mes personnages, mais par contre moi je m'en suis pris plein la figure. Donc c'était, tu vois, vraiment le début de l'aventure. Et finalement, tout en écrivant Kilomètre Zéro, j'en parlais d'ailleurs à ma promo d'Ennéagramme, j'ai pu aussi grandir. Donc, peut-être qu'avant de parler de tout ce qui a pu m'arriver au cours de cet Ennéagramme, moi, j'aimerais que peut-être, tu l'as prévu, mais de présenter un petit peu l'outil pour que tout le monde ne soit pas perdu, parce que c'est vrai qu'il faut en connaître le minima pour comprendre peut-être ce qui va se passer après. Ok, Zou. Alors, On sait faire en live, nous, on sait faire. On se renvoie la balle, Eric, hein. Désolée si je te mets. l'énéagramme est un système d'étude de la personne qui a 2 grandes applications, mieux se connaître soi et mieux comprendre l'autre. Et c'est les 9 mêmes archétypes qui servent dans un cas. Moi, qui suis-je? Et dans la rencontre avec l'autre aussi. Donc le grand principe, c'est qu'on est constitué d'une multitude de facettes, que dans notre énéagramme, ces multiples moi sont résumés en 9 grands archétypes et qu'à chaque instant, il y a une cohabitation, il y a un dialogue intérieur entre ces 9 grandes parties de moi-même qui se racontent certains trucs comme une facette qui me dit bah, tu n'aurais pas dû acheter une glace parce qu'à cause de ça, tu risques de rater le bus. L'autre facette dit oui, mais la glace est très bonne.
Et la troisième qui dit, mais là, il y a une vieille dame qui n'a pas de quoi s'offrir une glace et j'ai envie de lui offrir un bout de glace aussi. Bref, c'est un exemple au milieu d'autres, mais grâce à une bonne compréhension de différentes parties de soi, on va constater qu'il y a une facette principale qui joue petit chef 24 heures sur 24, qui veut rester en tête et prendre la place à chaque instant, et que du coup, les autres facettes de moi-même sont frustrées, sont délaissées, n'ont pas assez de temps pour dire ce qu'elles ont à dire, et qu'une fois que j'ai mis un nom sur ma facette principale, j'ai toute comment je vais dire ça, un instant de compréhension du qui suis-je qui devient beaucoup plus clair, tant dans l'instant de ma vie à cet instant qu'un éclairage sur toute la vie que j'ai pu vivre avant aussi. Et ça éclaire les relations que j'ai pu avoir avec tel chef dans ma vie, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Bon. Voilà, donc c'est à la fois un outil de bien se connaître et mieux comprendre l'autre qui est très éclairant pour la majorité des personnes qui osent se lancer dans un stage de 2 à 3 jours. Et j'insiste sur le stage de 2 à 3 jours parce que le qui suis-je moi prend sens en contre-identification à ce que je ne suis pas. Donc les autres participants en stage, ils servent à ça. C'est-à-dire que si je prends un café un jour avec un participant qui me dit bah oui, ça y est, moi j'ai trouvé, je fonctionne comme ça, je suis plutôt le profil 4, alors voilà, et bien au bout de 10 minutes, un quart d'heure, un café avec cette personne-là, je vais me dire bon, bah non, je ne suis pas ça. Donc, je ne suis pas ça. Et donc, je vais rediscuter avec une autre personne, puis avec une troisième personne. Et donc, il y a un instant T où la révélation du qui suis-je se fera par, je me répète, contre-identification à ce que je ne suis pas. Donc, je ne pense pas que dans un fauteuil, tout seul, un soir, au coin du feu, avec un bon livre, on puisse trouver sa facette principale, parce que je suis juge et partie. Et pour dire ça comme ça, je pense que je suis la personne la moins objective pour discerner de façon claire qui je suis vraiment au fond. Et c'est grâce aux interactions avec d'autres que je vais me dire, bah, c'est plutôt ça que je suis ou ça que je ne suis pas. Maud ? Oui, je t'entends. Merci pour ça parce que, en fait, ça peut paraître un peu complexe comme ça quand on ne connaît pas du tout. Et la réalité, c'est qu'on apprend très vite cet outil, même s'il est illimité. Et moi, je dois dire que, alors que j'écrivais Kilomètre Zéro et que le thème principal de Kilomètre Zéro, c'est effectivement d'apprendre à qui on est à travers cet ego qu'on appelle aussi système de défense, qu'on appelle aussi ces facettes dont tu parlais tout à l'heure, qui est qu'on est contrôlé en automatique par ce système de défense qu'on commence à appréhender justement à travers ces bases. Et j'étais complètement subjuguée par l'outil à partir du moment où moi-même j'écrivais sur notre ego qui voulait apporter un certain nombre de choses, qui voulait nous contrôler. Et encore une fois, on a soit cette possibilité d'être tout le temps dans ce système de défense et en mettant un éclairage dessus, qu'est-ce que ça amène? Ben, ça amène qu'on peut très vite, petit à petit, s'en détacher. Là où on a des réactions automatiques, ben, je ne dis pas qu'on les aura plus, moi je les ai toujours au même instant, mais par contre, on met beaucoup moins de temps à s'en détacher. Et quand je dis beaucoup moins de temps, des fois c'est une seconde de moins, mais une seconde de moins, c'est une seconde de plus de bien-être dans la vie. Hein, des fois, on peut mettre 3 jours à se détacher d'un problème qui nous pourrit. Et grâce à notre système de compréhension, bon, on va mettre une seconde de moins à revenir, donc on va mettre 3 jours moins une seconde, mais 7 secondes, c'est une seconde qu'on aura récupérée. Puis après, c'est 1 minute, puis après 2 minutes, puis après 1 heure. Et je crois que c'est ça, le travail sur. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est comme si j'étais engoncé dans un schéma de réactivité automatique à ce qui se passe à chaque instant et que je réagissais de façon un peu stupide à ce qui se passe sans être capable de me distancier d'une situation pour évaluer quelle serait la facette de moi-même qui serait la plus juste à utiliser à chaque instant. Tant que je suis engoncé dans ma facette principale, je n'ai pas le jugement sain et plus loin d'appréhender la situation dans son ensemble. Une histoire comme ça ? Exactement ça, c'est-à-dire que clairement, le sujet, on le voit bien, dès qu'une émotion arrive,
ou quelque chose qui peut nous mettre un peu en colère ou en tristesse, etc., eh bien, le problème, c'est qu'on a tendance à ne voir plus que ça. Le simple fait qu'on a un tout petit peu de recul sur ce qui nous arrive, eh bien, naturellement, on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus serein. Donc voilà, le voyage, ça a été ça. Le voyage, oui, pardon, tu allais me poser une question. Pourquoi ça t'a aidé à écrire? Je ne dirais pas que l'énéagramme m'a aidé à écrire. Le chemin de kilomètre zéro, je l'ai fait pendant que je faisais cette formation. Donc, si tu veux, il y avait des choses que je laissais émerger à travers mes personnages, puisque je parlais beaucoup de l'ego, etc. Et puis, quand je faisais cette formation, naturellement, moi, j'apprenais sur moi aussi. Donc, en apprenant sur moi, je pouvais donner aussi d'autres couleurs ou d'autres raisonnements à mon personnage, qui pouvaient avoir des facettes que je pouvais rencontrer. Typiquement, moi, je m'apercevais que j'étais dans une zone où je ne connectais pas la peur. J'étais dans la zone de la peur et pourtant, je ne la connectais pas sur l'échelle de l'énéagramme. Or, mon personnage avait des peurs, notamment la peur de traverser des ponts, aller dans l'Himalaya, la peur de traverser des ponts. Et pour vivre ça, il fallait que je me connecte à des gens qui avaient ces vraies peurs, parce que moi-même, je ne les vivais pas. Donc, tu vois, ça a été un éclairage sur un tas de choses que je pensais vivre et que je ne vivais pas. On me posait la question, d'ailleurs, au début du stage, mais de quoi tu as peur? Finalement, pas grand-chose. Mais ce n'est pas que j'avais peur de rien, c'est juste que je ne connectais pas la peur. Ce qui est très différent, parce que ça m'a valu des gros problèmes physiques, des gros problèmes d'opération, simplement parce que quand on ne connecte pas la peur, on n'a pas l'alerte qu'il se passe quelque chose de dangereux ou qu'il se passe quelque chose. Donc, j'allais toujours chercher des choses plus dangereuses ou plus fortes en émotion pour pouvoir connecter ces émotions pour lesquelles j'avais j'avais la peur de la connecter. Donc, tu vois, ce chemin d'apprentissage, je ne dirais pas que l'énéagramme m'a permis d'écrire, mais m'a surtout permis de mettre de la conscience et donc de fait d'avoir un raisonnement et d'avoir des couleurs au roman qui étaient différentes. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, grâce à cet outil, tu es plus en paix, plus zen, plus lucide? Aucun doute. Je ne suis un tout petit peu plus parce que toujours en chemin d'apprentissage. Mais c'est évident que l'énéagramme fait partie de ma vie presque à chaque seconde. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui permet simplement et c'est tout en fait, d'arriver à sans cesse pouvoir se dire, tiens, je réagis à nouveau dans le même schéma, dans le même automatisme, avec les mêmes problèmes, face aux mêmes situations, tout va bien. Je respire, je vois simplement que je suis retombée et j'ai refilé la télécommande à mon ego, à mon système de défense. Donc, une fois que je vois ça, naturellement, j'ai le choix de me dire, je reprends la télécommande, je respire et je reprends les choses en main. Ce n'est qu'une illusion des lunettes que met mon ego devant moi face à ce système de défense. Est-ce que ton lot de grande application qui est mieux comprendre l'autre, on peut dire que tu as plus de compassion envers l'autre qui ne résonne pas comme toi, que tu es plus de gentillesse envers lui, que tu es plus capable de te mettre à sa place de son point de vue? Je vais te dire, pour être tout à fait honnête, Eric, c'est même au-delà de ça, c'est que comme mon ego est moins touché, à partir du moment où je comprends pourquoi tu me fais une remarque qui m'agresse, si je ne comprends pas, mon ego est touché, il répond en missile, en attaque ou en défense. On n'est pas dans l'amour, on est dans l'attaque et dans la défense. On est dans l'ego. À partir du moment où je sais que l'autre ne réagit pas pour m'attaquer, mais parce que lui a un problème, lui est dans la peur, etc., eh bien, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, à la seconde où je vois que ce n'est pas contre moi, eh bien, naturellement, moi, je peux me dire, ce n'est pas à mon ego de répondre. Oui, tu as raison, je peux me mettre un peu plus en compassion parce que je ne me sens plus attaquée personnellement. Je te donne un exemple. Il y a des gens, tu as dû rencontrer, c'est d'ailleurs un type de profil, où moi, je voyais en réunion, pour un rien, boum, ça pétait en live, une colère. Et moi, ça m'atteignait. Je me disais, mais pourquoi à ce point pourquoi autant de colère en si peu de temps alors qu'il n'y a rien eu de particulier, vu de ma fenêtre? Eh bien, simplement parce que pour que ce type de personnalité, et on en a tous rencontré des gens qu'on dit soi-disant colériques, ben c'est simplement des gens qui ont besoin d'exprimer quelque chose par une émotion et ensuite de pouvoir connecter quelque chose de plus calme. Mais une fois qu'on sait qu'ils fonctionnent comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus simple.
Une fois qu'on sait qu'il fonctionne comme ça, eh bien dans la seconde, moi je peux me dire, voilà, il a besoin de ce temps-là pour apaiser les choses. J'écoute, je reçois tranquillement cette colère et naturellement, elle s'apaise. Donc, je crois que le sujet, il est là. C'est simplement un moment de comprendre que parce qu'on n'est pas atteint directement, eh bien oui, forcément, ça favorise pour la compassion ou la compréhension de l'autre vers quelque chose de différent. Tu as utilisé un peu plus tôt un mot de élargir la conscience. Il est question de ça aussi, que la conscience du monde ou la conscience du champ est plus vaste? Bien sûr, parce que déjà, on ne nous apprend pas et on le voit très jeune, on a l'impression que tout le monde réagit comme nous. D'ailleurs, moi, à travers cette aventure dans l'énéagramme, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je faisais pour faire plaisir aux autres et en fait, ça énervait les autres. Je te donne un exemple. Avant, si j'étais avec d'autres personnes, s'il y en a un qui était de côté, par exemple, j'avais tendance à me dire, bah, tiens, il est de côté, je vais l'inclure dans le groupe, je vais le ramener au centre du groupe, je vais lui demander comment ça va, et puis l'inclure dans la discussion générale du groupe. Sauf que je me suis rendu compte que finalement, et je l'ai vu à travers cette formation, les gens me disaient, mais en fait, on n'a pas besoin que tu nous inclues dans le truc. Moi, j'ai besoin des fois d'être seule, j'ai besoin des fois de me mettre à l'écart, j'ai besoin des fois d'observer un truc, et j'ai pas besoin que tu me remettes au milieu du groupe. En plus, tu me laisses en pagaille au milieu du groupe, et moi, je me retrouve bien en côté avec ça. Et donc, j'ai compris que finalement, là où moi, je tendais la main pour faire plaisir ou pour aider quelqu'un, mais finalement, ça ne l'aidait pas forcément, fait comme ça, parce que cette personne avait juste besoin d'être un peu observateur de ce qui se passait et non pas au centre d'un groupe comme moi, j'avais l'impression que ça pourrait lui faire plaisir. Tu vois? Donc, en comprenant les fonctionnements des uns et des autres, ben, naturellement, tu te dis, ben, déjà, tout le monde ne fonctionne pas comme toi. Hein, j'avais la bêtise de croire que tout le monde fonctionnait comme moi. Mais non seulement tu comprends ça, mais en plus, tu comprends que les autres types de fonctionnement sont ni mieux ni moins bien, c'est juste des fonctionnements différents. Et à partir du moment où ils sont différents, ben, ça t'aide aussi à voir la situation avec des angles très différents qui nous font grandir aussi. Donc oui, ça ouvre non seulement la carte du monde, mais ça ouvre. C'est un peu comme si on se disait, ben voilà, nous on est des occidentaux, on fonctionne tous pareil, et je ne savais même pas qu'il y avait un monde oriental ou un monde. Tu vois, à la seconde où tu sais qu'il y a un monde oriental, bah tiens, tu te dis, je comprends mieux pourquoi il y en a d'autres qui peuvent penser autrement, parce qu'ils ont vécu quelque chose de très différent, avec des blessures différentes, avec une culture différente, etc. Et ça change tout. Donc, ça veut dire aussi que tu es plus zen dans l'accueil de l'ici et maintenant que dans certains cas, tu ne comprends pas. Donc, tu te fais plus confiance dans l'incertitude de situations que tu ne contrôles pas parce que ta paix intérieure est plus grande et que ton ouverture sur l'autre et ce qui se passe est plus grand. De fait, encore une fois, je crois que c'est une histoire de timing aussi beaucoup. C'est-à-dire que ça ne résout pas. Beaucoup de gens te disent, alors si je fais ça, alors j'ai plus de problème sur ça. Non, c'est pas vrai. C'est simplement qu'encore une fois, tu vois arriver le truc, tu peux y mettre de la conscience et naturellement, tu peux sortir beaucoup plus vite de cet instant de déstabilisation. On le voit bien, on parle souvent de ces exemples, tu arrives au bureau, on ne dit pas bonjour, ça commence à te contrarier alors que tu allais très bien au début et puis finalement, tu te mets à mariner sur un tas de choses alors que tout allait bien jusque-là. Et tu te dis, bah oui, mais c'est l'autre, il ne m'a pas dit bonjour, il ne doit pas m'aimer, etc., etc. Et on se fait un tas de films avec ça. Alors que la réalité, c'est que si tu comprends que lui, il a peut-être son problème avec son mode de défense, ben, tu ne le prends plus personnellement et naturellement, ta journée continue très différemment sans être touché de la même façon. Je ne dis pas qu'on ne sera pas touché, c'est toujours plus agréable de recevoir un beau sourire, mais on sera touché très différemment. Et surtout, on ne prend pas directement pour soi. Merci. Je m'apprêtais à demander à Marisa si on a déjà des questions.